Salut à vous, bande de petits otakuls. Voilà, je crois que ça démarre bien. Le petit affichage retour est tout le temps foireux. Donc aujourd'hui, nous invitons Daniel pour parler tout simplement de la méthode du docteur Chestel, parce qu'il va avoir de l'actu. Pour tous ceux qui se disent oh mais là, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, il va vous en parler un peu. Et puis il y a une vidéo en lien de celle-là où je présente la V1 du temps où c'était en fait une antiquité, parce que les choses vont changer. Donc voilà, Daniel est là pour nous expliquer pourquoi, comment ça va changer. Et donc, je vais fermer ma grande bouche et je lui passe la main. Bonjour Daniel. Merci Benoît, c'est super sympa de m'avoir invité. Effectivement, c'est un vieux jeu qui est sorti en 1990. Donc, certains étaient peut-être pas nés. Donc, On avait moins de cheveux blancs. et moi, de cheveux blancs, bon, ça va. Donc, moi, c'est Daniel, donc, connu sous le nom de Dr Chestel sur les forums. Voilà, donc j'ai écrit ce jeu dans les années 88 et 80, etc. Et c'était chercher quelque chose qui soit non violent. Et puis, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle de Philippe K. Dick, qui s'appelle L'œil dans le ciel, où il y a un œil qui regarde les gens, et puis les gens qui se mettent à dire des gros mots se font attaquer par des sauterelles. Et j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, waouh, un truc d'ambiance et tout, où il faut se mettre dans la peau faut être dans la peau de quelqu'un. Enfin, faut bien comprendre ce que veut Dieu, en quelque sorte. Donc, Dieu, ça serait quelque chose de sympa. Et puis, petit à petit, c'est venu, et voilà, donc c'est venu la méthode de Dr Chestel. Alors, je vais rentrer dans le jeu, je vais peut-être me présenter, puisqu'il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 1990. Donc c'était un crime de jeunesse. C'est un crime de jeunesse, voilà. J'étais à l'époque à Toulon et donc j'ai rencontré Patrick Durand-Pérol qui a fait d'autres jeux et tout, qui à l'époque travaillait chez un éditeur. Et puis il a dit ça serait sympa de sortir le jeu parce que le jeu avait un petit succès. Et donc du coup j'ai cherché une illustratrice. Et j'ai rencontré un illustrateur ou une illustratrice, et j'ai rencontré une illustratrice. Et pour l'anecdote, c'est devenu ma femme. Donc vous avez fait des petits jeux de rôle et pas que des petits jeux de rôle ensemble. Voilà. Voilà, on a fait des petits jeux de rôle et des petits enfants qui sont maintenant devenus grands. Et qui sont des joueurs de jeux de rôle, bien entendu, comme il se doit. Si je peux me permettre, pardon, de revenir dessus, parce que pour toi c'est une évidence, mais c'est vrai que déjà pour aujourd'hui, les jeux non violents, il n'y en a pas des masses. Mais à l'époque de tête, on avait quoi? On avait Animonde de Croc, et puis c'est à peu près tout en jeu qui n'était pas tourné sur l'affrontement et la bagarre. Ouais, Croc, j'avoue que je me rappelle plus très bien. Oui, de toute façon, c'était même tellement ancré dans le jeu de rôle qu'on m'a demandé de faire un système de combat. Donc, j'ai pondu un système de combat qui est une usine à gaz, mais qui sert à rien. Jamais personne l'a utilisé, jamais personne l'a compris d'ailleurs. moi en premier. Voilà. Parce que, voilà. Non, vas-y. Ouais, parce que toi, on va bientôt être sur 5 minutes, puis on est à fond les ballons, mais on n'a pas mis le cadre de jeu de base. Alors je vais faire mon boulot. Qu'est-ce qu'on joue à Docteur Chestel, mon Dieu? Et pourquoi donc c'est non violent? Parce qu'en fait, vous êtes des soignants, et le Docteur Chestel, c'est un monsieur qui a trouvé une méthode en fait pour vous faire rentrer dans la tête des gens, pour que vous alliez en fait, c'est l'équivalent du subconscient, sauf que c'est pas ça le mot technique dans le jeu. Et vous pénétrez l'univers mental de la personne, et vous allez en fait régler ses traumas en agissant dans son univers mental, univers en fait qui devient comme un univers physique dans lequel vous vous baladez. En gros, c'est un peu comme Inception. Si vous voulez avoir une image facile de à quoi ça ressemble, voilà, vous pensez à Inception, vous êtes dans la tête des gens, et les gens, eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans leur tête. Pour eux, ils sont dans la réalité. Donc l'exemple que tu prends toujours, c'est l'exemple de la voiture rouge, qui est déjà dans la première édition de Belle Lurette, où si quelqu'un il a peur des voitures rouges dans la réalité, vous allez traiter ce symptôme dans son univers mental, pour lui montrer que les voitures rouges sont cool, et puis tout ça, et puis comme ça, après, il a plus peur des voitures rouges. Voilà. J'ai bien résumé ou j'ai dit des bêtises? Non, c'est ça. Alors, souvent, une chose classique, c'est la peur. Donc, par exemple, dans son univers, tout ce que croit le patient
devient réel dans son monde. Donc, s'il croit que quand on dit des gros mots, on est attaqué par des sauterelles, eh bien, on est attaqué par des sauterelles. S'il croit qu'il y a une voiture rouge, parce qu'il a vu le film Christine et ça l'a marqué, voilà. S'il croit qu'il y a une voiture rouge qui écrase les gens, il y a une voiture rouge qui écrase les gens. Et donc, Si vous croyez que les monstres sont en fait des clowns, bah, c'est que vous êtes dans ma tête. voilà. Il y a plein de choses possibles. Donc, en fait, tout ce qu'on croit devient réel. Et donc, le but est de faire croire autre chose à la personne pour la guérir. Alors, c'est un jeu qui est bien parce que ça marche. C'est ça qui est super agréable. Ça marche toujours. On arrive toujours à trouver une solution. Le patient est toujours content du résultat. C'est les voisins qui, des fois, le sont moins. Par exemple, on a la voiture rouge et puis, en bon rôliste, on voit une voiture rouge qui écrase les gens, on l'a identifié, on prend un bazooka, on tire sur la voiture rouge, bref, plus de voiture rouge, problème résolu. Le patient est guéri, il n'a plus peur des voitures rouges, puisqu'il sait que maintenant on peut les faire péter. Eh bien, un jour, il y a une voiture de pompier rouge qui déclenche sa sirène juste à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un grand coup de volant pour défoncer la voiture rouge. Ou alors il sort le flingue, parce qu'on lui a appris que les réactions violentes, c'était bien. Donc, il sort un flingue pour tirer sur la voiture de pompier. Donc, tout l'art consiste à faire ça de manière soft, à trouver une bonne technique. Pour moi, ça se rapproche mission, pour soigner le patient, ça se rapproche plus de Mission Impossible. On fait croire au patient quelque chose et on essaye de limiter au maximum les résultats. Donc on arrive dans le monde, on identifie le problème, on identifie le problème, on monte un plan, on réalise le plan qui se déroule sans accroc, et ensuite le patient est guéri et tout le monde est content. Et le danger principal, c'est de faire plus de mal que de bien et les effets secondaires, comme tu en avais parlé. Okay. Voilà. C'est souvent, on a le but, le jeu est prévu pour générer des effets secondaires qui sont sympas. Et ça, c'est du cool. coup, on peut retourner dans la tête des gens après pour tenter de corriger ces bêtises. Voilà, donc en fait, l'intérêt, c'est qu'un scénario permet de faire 2-3 scénarios. Alors, pour l'anecdote encore, j'ai des joueurs qui m'ont fait 2 fois de suite le même scénario, parce qu'en fait, c'est un jeu où on trouve une solution, on l'applique, et puis les GD vont faire en sorte que ça marche plus ou moins bien, et donc surtout en général, ça part en cacahuète. Donc il faut improviser, il faut faire quelque chose. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les dés font fait qu'on ne peut pas utiliser 2 fois la même solution, ça ne marche pas. Donc il faut improviser, il faut trouver autre chose. Oui, puis c'est pas souvent. On peut faire du scénario à twist, mais généralement, le scénario, le patient, il y va, il sait ce qu'il a à régler. Ce qui fait qu'effectivement, tu peux faire 2 fois le même scénar, au sens, le même problème initial te permet de rentrer dans la tête de quelqu'un pour régler ce problème. Je m'exprime mal. Quelque part, que tu joues 2 fois le même scénar, ou que tu fasses 2 patients qui aient la même phobie à aller régler, c'est le même truc, quoi. Chaque opération cardiaque est une nouvelle opération. Voilà, tout à fait. Bien résumé, bien résumé. D'ailleurs, c'est tellement efficace qu'en fait, le jeu a été vendu sous Amazon dans la rubrique médicale jusqu'à il y a 2-3 ans à peu près. Donc, Et voilà, c'est la Amazon, preuve que c'est Amazon un jeu fait bien son qui est travail. bien. Efficace. Efficace. Et du coup, on a parlé d'actu, parce que comme effectivement, c'était dur de le trouver, parce qu'en plus, il était caché au mauvais rayon chez Amazon, mais qui plus est, il y a de l'actu pour 2023 par rapport à la méthode du Dr Chestel. Tu as communiqué récemment sur Casus No là-dessus, mais du coup, tout le monde n'étant pas sur Casus No, petit forum sympathique, voilà, je t'en prie, fais-nous les infos. Alors, il y a la V1 qui va sortir en janvier. Donc la V1 avec quelques petites corrections, mais c'est quasiment la V1 historique. Avec, à part aussi janvier ou février, va sortir un livret de scénarios. Donc tous les scénarios qui ont été compilés, ce qui permet avec de nouvelles illustrations, peut-être quelques petites corrections. Ce qui permet d'avoir les scénarios sous la main, ce qui est plus facile pour beaucoup de gens, ce qui était demandé aussi.
Et en 2022, en 2023, fin 2023, sans doute, va sortir la V2. Alors, entre la V1 et la V2, qu'est-ce qui est différent? Donc, les concepts sont les mêmes. Par contre, en 90, il y a des tas de choses que je ne connaissais pas. Donc, en particulier, c'est ce qu'on appelle les jeux PBTA, donc où il y a des explications, il y a des règles pour le meneur de jeu pour faire quelque chose. Dans la V1, il faut que le meneur de jeu ait pas mal pour comprendre ce qui se passe, pour dire quelles sont les conséquences des jets de dés et tout. Il faut que le meneur de jeu improvise. Dans la V2, ce sera beaucoup plus cadré. Donc, ouais, c'est une des difficultés qui a été soulignée par rapport à la V1 pour un meneur de jeu avec du répondant qui puisse. Et à la V2, justement, tu vas plus cadrer pour que le maître de jeu soit plus accompagné. C'est ça, j'ai bien compris? Voilà, tout à fait ça. Bien résumé. Alors, si vous êtes meneur de jeu à l'ancienne, si vous maîtrisez sans problème tous les concepts, ça se fait. Hein, il y a des tas de gens qui ont réussi et qui l'ont fait. Tu m'avais dit d'ailleurs que toi aussi, tu avais masterisé ce jeu. Dans ma jeunesse, dans ma folle jeunesse. Donc c'est faisable. Et la V2 permettra à des gens de faire ça plus facilement. Alors, c'est pas, comment dire, les règles ne sont pas compatibles, on va créer le perso de manière différente et tout, mais l'état d'esprit est le même. C'est juste que les choses sont plus explicites. Alors, en fait, le gros souci de la méthode Dr Chestel, enfin le souci plutôt, la chose, c'est que chaque patient, c'est une ambiance particulière. Donc, il y a des choses comme par exemple la chance. Quand on arrive dans le monde du patient, il y a des gens qui l'aiment bien, des gens qui l'aiment pas. Il y a des a priori comme ça. Donc, si par exemple on est sur on joue un personnage qui est un clown qui vit qui vit des allocs, qui est dans la misère et qui fume des joints, et que le type n'aime pas ça, ce type-là le personnage n'aura pas de chance. Par contre, si on joue le PDG dynamique, qui se lève tôt le matin, qui bosse, etc., plein aux as et tout, ce personnage-là aura de la chance. Dire que s'il va, quand il va dehors, le ciel est plus beau. Quand il va au restaurant, son plat est plus garni. Quand il conduit, il a les feux verts. Voilà. Des petits détails comme ça qui rendent la chose sympathique. Si par contre le patient est au contraire quelqu'un qui n'aime pas les capitalistes, ça sera l'inverse. Donc il y a un concept comme ça de chance. Il y a des concepts aussi comment dire. Donc on peut avoir quelque chose de physique. Donc physiquement on est bien et tout. On peut avoir des blessures physiques et on peut mourir à la méthode Dr Chestel. C'est pas un problème. Quand on est mort, par exemple, eh bien, il reste nos affaires qui peuvent être utilisées par les autres. Donc, il y a du matériel qui peut être utilisé par d'autres personnes. Il y a notre savoir. Quelqu'un qui meurt à l'intérieur de l'inconscient de quelqu'un d'autre ne meurt pas dans la réalité. Voilà, il ne meurt pas dans la réalité. Ouais, je vais préciser ça, je vais revenir là-dessus. Donc, il va pouvoir continuer à utiliser ses connaissances, puisqu'en fait, les autres vont pouvoir trouver des notes, vont pouvoir trouver quelque chose dans son ordinateur, sur ses bouquins. Il peut avoir ses notes, des post-it quelque part qui peuvent guider les autres joueurs, les autres personnages. Et pareil, il peut avoir des amis qui sont là pour venir aider. Donc, les amis qui l'auraient aidé de son vivant peuvent venir aider les autres joueurs ultérieurement. Et si le patient croit que les fantômes existent, l'intérêt, c'est que quand notre personnage meurt, on peut jouer un fantôme et donc passer de l'autre côté et communiquer avec les fantômes, faire quelque chose, etc. Alors, il y a deux choses qui... Sauf si tu voulais dérouler. Parce que là, c'est la bonne occasion. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté à quel point, chaque univers mental, c'est vraiment si l'autre c'est un gros fan de Star Wars, quand vous arrivez dans son inconscient, vous pouvez très bien vous retrouver dans un machin qui ressemble à Star Wars. Vous pouvez, les univers mentaux sont vraiment, ça permet en fait de jouer à peu près tout ce qu'on veut. Vous rentrez dans la tête de quelqu'un qui a vraiment trop pris, vous êtes dans Toons. Vous rentrez dans la tête de quelqu'un qui est fan de médiéval fantastique,
vous êtes dans un cadre du type DD. C'est vraiment, les univers mentaux permettent vraiment une grande richesse de contextualisation en fait de monde dans lequel vous venez foutre vos pieds. Tout à fait. Voilà. Par exemple, vous allez soigner quelqu'un qui s'appelle Sarah Connor, et puis elle est persuadée que son enfant va être le sauveur de l'humanité. Eh bien, vous pouvez vous retrouver dans le futur et vous voyez qu'effectivement, son enfant est le sauveur de l'humanité. Voilà. Pareil, vous avez quelqu'un qui est un pyromane. Eh bien, il croit aussi aux vies antérieures. Vous pouvez vous retrouver dans son ancêtre, vous pouvez vous retrouver à Rome à l'époque de Néron en train de mettre le feu à Rome. Donc c'est son ancêtre a fait ça, il a laissé quelque chose, un héritage qui est justement cette envie incendiaire. Donc il faudrait qu'on peut jouer sur tous les tableaux. Il y a même aussi la possibilité de jouer des animaux. Donc j'ai quelqu'un qui m'avait fait un scénario où on jouait un chat qui avait été témoin d'un meurtre. Et donc, en fait, le but était d'essayer de rentrer dans l'esprit du chat pour voir si on pouvait soutirer une information. Et donc, les soigneurs se retrouvent dans la peau de chat. Dans la tête d'un chat qui les prend pour des chats. Voilà, tout à fait normal. Donc, on a vraiment une grande liberté. Quand on débarque dans le monde du patient, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Justement, ce qui est important aussi pour éviter des séquelles, c'est qu'on joue un personnage. Donc, le soigneur, c'est le soigneur. Donc, la personne qui est diplômée, parce qu'en fait, il y a un diplôme, on fait une formation à un quart d'heure, et puis on a un diplôme signé par le docteur Chestel. Donc, une fois qu'on est diplômé, on crée notre personnage, et ce personnage, c'est la personne qu'on va guider dans le monde du patient. C'est un personnage qui existe dans le monde du patient. Autour de nous, il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas. Dans la rue, derrière moi, il y a des gens qui passent. Je ne les connais pas, mais si quelqu'un en prend le contrôle, ça ne va pas me gêner, ça ne va rien faire. Et comme cette personne que je ne connais pas, le soigneur peut la personnifier en son personnage. Quand il va quitter le monde, le personnage sera là. Quand il arrive, le personnage est déjà là. Quand il part, le personnage sera là. Et le personnage va continuer sur sa lancée. Donc, le personnage alors, au départ, dans la V1, le personnage était presque jetable. Dans la V2, on a des choses qui font en fait qui reste que le personnage va gagner petit à petit des émotions, et les émotions vont permettre d'avoir un peu plus d'impact sur le patient. Tout le monde sait que les émotions sont quelque chose de puissant, il y a une magie des émotions qui est là, et donc on va pouvoir utiliser ceci. Avec des fois des petites séquelles, comme quoi le patient croit que, par exemple, l'amour, ça permet tout. Mais bon, c'est bon pour les créatifs, et on peut faire de la poésie et des épopées fantastiques avec ça. Donc, tout le mécanisme, justement, va permettre de mettre en jeu ceci. Il y a des choses, par exemple, entre la V1 et la V2. Dans la V2, par exemple, il y a quand on crée notre personnage, on a 12 cases à remplir qui sont des spécificités du personnage. Donc l'âge, la taille, le genre, sa famille, l'objet fétiche, etc. Par exemple, si on est un inspecteur de police avec un vieux par-dessus et un cigare qui fait descendre partout, qu'on a une femme, un chien, une vieille voiture, voilà, ça donne quelque chose. Et dans certains moments, le personnage, le patient peut avoir des a priori, et en fait des a priori sur le personnage et tout, et donc il va généraliser. Donc on jette les dés, et ça permet de savoir, par exemple, que le patient ne va pas aimer les policiers hommes qui ont un chien. Donc tous les policiers hommes qui ont un chien, il y a un a priori négatif vis-à-vis de cette personne-là. Chaque fois plus on agit, plus on va faire de la contamination. Donc il y a de la contamination entre le personnage et le patient. Et quand on est parti, le patient va donner ses peurs, etc., va communiquer ses peurs et ses croyances au personnage. Mais c'est vachement bien, ça permet de jouer plein de choses et d'avoir des souvenirs dans nos parties précédentes. Alors, quand on va jouer, en fait, le gros souci, c'est qu'on va, justement,
On arrive dans le monde du patient, on identifie le problème, donc on commence par marcher sur des œufs en faisant le moins de choses possible, en évitant de mourir malencontreusement ou de déclencher quelque chose de trop grave. Petit à petit, on prend un peu d'assurance, et quand on a compris ce qui se passe, eh bien, on monte un plan. Alors, les personnages, enfin, les soigneurs communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas quitter la table. C'est ce qu'on appelle la téléperception, qui permet de tous savoir ce que font les autres personnages. Par exemple, mon personnage rampe dans un égout étroit, et puis il y a quelque chose un tentacule qui lui capture le pied. Donc, les autres personnages qui sont dans leur hôtel en train de siroter un mojito savent très bien ce qui arrive. Enfin, pardon, les soigneurs dont le personnage est dans un hôtel en train de déguster les mojitos comprennent très bien ce qui se passe. Donc, les soigneurs peuvent donner tous les conseils qu'ils veulent, donc endors-le, chante-le une berceuse, fais le mort, etc. Les personnages peuvent courir pour essayer d'atteindre l'emplacement où se trouve l'autre personne, mais tant que les personnages ne sont pas présents, ils ne peuvent pas agir. Donc ça permet en fait de jouer et d'être tous ensemble pour de ne jamais quitter la table. Et aussi, c'est assez important dans le jeu de faire un plan et d'être d'accord sur ce qu'on va faire pour essayer d'anticiper les conséquences, qui dépendent de jet de dés. On n'est pas là, je fais de la psychologie. Il y a des conséquences quand même peu évidentes, mais souvent les jets de dés sont relativement importants pour savoir si ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais on est là pour faire le bien. Donc ça, c'est le premier pouvoir. Et le deuxième pouvoir qui est super cool, c'est qu'on peut réussir l'impossible. Donc il y a un niveau de difficulté. Vous dites, ça peut être facile, difficile, ça peut être un exploit ou ça peut être impossible. Si c'est impossible, vous pouvez lancer les dés et réussir. Cool. Par exemple, vous êtes en haut d'une tour et puis vous avez besoin de vous déplacer rapidement, vous pouvez voler ou vous téléporter. Voler, par exemple, ce serait bien. Donc on se met à voler et puis on réussit, c'est impossible. Donc on se met à voler. Du moment qu'on réussit à voler, s'il y a beaucoup de témoins, des gens qui le voient, si l'univers s'en rend compte, le patient va assimiler ceci, et donc à partir de maintenant, on peut voler. Il croit qu'on peut voler. Ouais. Voilà, il croit qu'on peut voler. Dans son univers le soigneur mental, sait qu'il est dans un monde onirique, donc lui, il sait qu'il peut enfreindre la réalité comme un Néo dans Matrix, tandis qu'effectivement, le soigné, pour lui, tout ce qui est fait par les soigneurs relève du réel, ce qui fait que montrer qu'on peut voler, ça fait que le mec, il va vouloir prendre des raccourcis par les fenêtres à la tour Montparnasse. Voilà, par exemple. Effectivement, c'est effectivement ça. Donc, on a des super pouvoirs et tout l'art consiste à les utiliser, mais très peu, ou voire ne pas les utiliser. Alors, vous êtes puissant, mais il faut y aller subtilement, sinon on en revient au problème de départ. Vous pouvez beaucoup agir, mais si vous agissez de manière trop directe comme des gros bourrins, vous risquez de contaminer complètement le soigné, et puis il va revenir encore plus azimuté que pourquoi il est venu vous voir, quoi. Voilà. Ou si par exemple il a sauté du haut de la tour Montparnasse, il ne revient plus. Bon. Oui, par exemple. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est non violent. J'ai eu quand même des gens qui ont discuté pendant 15 minutes, montre en main, pour savoir s'ils devaient écraser une mouche ou pas. C'était faux. Bon, après, ils ont passé 10 minutes à se rendre compte qu'en fait, aucun n'était doué pour écraser les mouches. Donc, il y a quand même le professeur qui a réussi à sortir un magazine de sa poche et pour avoir plus de chances d'écraser la mouche. Et donc, comme c'était un jeu qui est réputé non violent, donc en fait, j'ai eu énormément de tables féminines. Et j'ai d'ailleurs toujours énormément de tables féminines. En fait, beaucoup de gens venaient dans les conventions en disant tiens, moi j'ai joué à Donjons et Dragons, mais toi, l'homme allait jouer à Donjons et Dragons et il amenait sa copine en disant pour découvrir le jeu de rôle, ça c'est bien et ça te permet ça sera non violent et ça sera sympa. Voilà. Donc c'est sympa, c'est non violent. Et j'ai pu avoir des tables féminines, et c'est vrai quand même que c'est vachement génial. Je ne sais pas si vous avez joué avec que des tables féminines, mais c'est pas du tout la même ambiance qu'avec mes... J'avoue que ma table féminine, elle est extrêmement violente. C'est des bouchères, mes joueuses. Mes joueuses, c'est des bouchères.
Voilà. Enfin, moi, c'est des bouchées. Peut-être que c'est des bouchères, mais j'ai trouvé qu'à table, il y avait moins de compétition, on se laissait parler, etc. C'était tout un tas de trucs qui étaient. Je trouvais ça Ah bah il y a relativement moins de sympa. concours de bits. Hein. Voilà. Enfin voilà, c'est. Hop, Enfin, c'est moi qui dis le gros mot. Mais oui, c'est pas la même ambiance, c'est agréable. Enfin, voilà. voilà. Alors, du coup, je suis totalement perdu sur ce que je voulais faire. Donc, alors, j'avais l'univers mental, l'ambiance. Donc, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, si la personne a peur des toilettes, en fait, quand vous allez passer aux toilettes, vous avez raison d'avoir peur. Il va se passer quelque chose d'assez affolant. Voilà, Donc, les on peut. croyances en fait du soigné impactent son monde. Donc, si effectivement quelqu'un il a peur des toilettes, même si vous savez que c'est une peur irraisonnée, quand vous débarquez dans son monde, il aura forcément pas peur pour rien et passer aux toilettes, forcément, se passera pas bien du tout. Voilà, effectivement. Alors, on peut aussi avoir des remords. Donc, il y a une personne qui a un remords pour avoir fait quelque chose, etc. On peut anticiper. Par exemple, quelqu'un qui a peur de la jungle peut se retrouver face à un prédateur. On peut se retrouver carrément face à ce qu'il a foulé. Donc, dans la jungle, on va rencontrer un prédateur, par exemple. Et là, la difficulté va être de maîtriser cette peur, d'en faire quelque chose. Donc, souvent, en fait, en fait, Predator n'existe pas, c'est une légende locale, etc. Donc c'est quelque chose. On a Faut une l'attraper, puis hallucination. faire un coup de Scooby-Gang. Hop, tu ôtes, et puis en fait, c'est Jean-Michel, son voisin. Bon, Voilà. après, il va aller taper sur Jean-Michel. C'était pas une bonne idée, mais voilà. Par exemple, un des soigneurs peut se déguiser en Predator et dire que coucou, mais en fait c'est moi, je vous ai fait une blague et tout, et puis pendant que les autres s'occupent du vrai Predator et le neutralisent ou le mettent un peu plus loin, et qu'il y a des scientifiques qui disent ouais mais non, vous savez tout ça, c'est des légendes locales et tout, vous avez eu peur pour rien, par exemple. Genre de plan simple qui n'a absolument aucune chance de foirer. Et voilà, donc c'est plutôt cet effet Mission Impossible. Il y a des choses pour l'ambiance et tout. Moi, dans les films, il y a Memento, par exemple, est pas mal pour voir. Memento, c'est une personne qui n'a pas de mémoire, qui prend des notes et qui reconstruit l'univers en fonction de ses notes. Et ça permet de voir effectivement comment fonctionne à peu près la méthode de Chestel, puisqu'en fait, on a quelques petits points et puis la personne va modifier ses perceptions et ça modifie ce qui se passe. Il y a The Cell pour les images. The Cell, c'est un film avec Jennifer Lopez. Il y a de très très belles images à l'intérieur qui permettent de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc la V1, la V2, la différence, comment on soigne le patient, vous savez tout. Qu'est-ce qu'il Le peut avoir? recueil, tu Le en as recueil, parlé. voilà. Et ben voilà. Voilà, c'est Moi, bien, et on a tout bien réussi, parce que je poucave. Daniel, il nous a fait un plan et tout. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de passer. Et puis que le but, c'est que les gens ils soient à l'aise. Donc c'était cool que tu viennes et que tu fasses l'effort que j'arrive jamais à faire, parce que moi, des fois, j'en fais des plans. J'arrive jamais à les suivre. C'est chiant comme tout. Donc j'espère que tu as bien pu faire tous les points que tu voulais aborder. Et puis, du coup, hop, je vais te laisser le mot de la fin. Et puis voilà, enfin, si t'es OK sur, t'as fait tous les bons points que tu voulais voir, du coup, je te laisse le mot de la fin. Je ferme ma bouche et puis, merci d'avoir eu cette efficacité de suivage de plan, chose que je ne sais pas faire. Alors, comment dire? Là, c'est un peu, c'est du foutage de gueule parce qu'en fait, j'avais un plan et je l'ai absolument pas suivi. Ah, ça me rassure, ça me rassure. Les plans, c'est juste là pour rassurer, personne n'arrive à les suivre. Okay. Eh bien, donc en conclusion, j'ai dit si ce jeu ne vous intéresse pas, n'hésitez pas. Je fais des séances. Le docteur Chestel organise des séances gratuites pour que vous puissiez aimer ce jeu sans aucun problème. Mais d'ailleurs, là, du coup, je voulais te laisser le mot de la fin, mais t'incites à poser des questions. Là, on fait les idiots, mais il y a des endroits où tu fais jouer en distanciel, ou t'es un vieux de la vieille, tu fais jouer qu'en physique dans les conventions. Alors, actuellement, comme je teste des nouvelles règles, je fais jouer en présentiel. Donc, je suis sur Paris.
Je vais, une fois par mois, il y a une convention à la bibliothèque Louis Michel du côté de Nation, place de la Nation à Paris. Eh bien, j'y suis assez très, très régulièrement. Donc là, c'est en présentiel. Je passe dans des conventions de temps en temps. Bon, j'essaye d'être incognito parce que j'aime bien jouer aussi. Et sinon, pour organiser en distanciel, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Docteur Chestel, je suis sur l'auberge virtuelle, entre autres, ou plein d'autres choses aussi. Donc, si vous voyez un Chestel ou Docteur Chestel, il y a des chances que ce soit moi. Pas de problème pour me contacter. Soit on peut te contacter par Casus No assez facilement. Aussi, voilà, par Casino aussi facilement. Je vais faire de la pub pour une concurrente, mais c'est vrai qu'il y a Scarlett Souris qui a fait des scénarios, enfin qui a fait des explications, des parties en ligne pour lui permettre de voir ce que c'est. Et c'est une très très bonne MJ. Et ben voilà, un petit coup de pub pour Scarlett Souris. Et ben sur ce, mais j'arrive pas à te laisser le mot de la fin, je suis une pipette, quoi. Tapez-moi, quoi. Ma femme, elle arrête pas de me le dire. Donc du coup, je me retais. Au revoir les gens, je vais réussir à fermer ma grande bouche. Et je t'en prie, Daniel, la parole est à toi et je me tais. Merci Benoît, et puis pour tous ces petits détails, tout ce que tu m'as fait, ton professionnalisme, c'était super super sympa.